Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous retrouvons enfin Annie Cohen-Solal. Bonsoir Annie Cohen-Solal, comment allez-vous? Oui, je vais bien, je vais très bien. Et bonsoir Colette Kerber de la librairie Les Cahiers de Colette, qui est dans sa librairie justement. Bonsoir Colette. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler d'un livre qui est paru chez Fayard qui s'appelle Un étranger nommé Picasso. Avant de vous laisser discuter toutes les deux, mesdames, je vais rappeler à nos amis participants que s'ils veulent poser des questions à Annie Cohen-Solal, ils peuvent le faire par mon intermédiaire en écrivant leurs questions en cliquant sur le petit onglet « Converser ». Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Donc, je ne sais pas. Allez-y, Colette. Allez-y. Ah bon. Oui, alors Annie, vous avez fait un livre absolument admirable. Je dois dire que je me suis régalée et j'ai trouvé, on a l'impression de connaître beaucoup de choses sur Picasso. Ben non, finalement, on apprend beaucoup de choses. Et le point de vue de le voir, l'étranger nommé Picasso, c'est absolument extraordinaire. Il y a aussi ce que j'aime chez Annie dans ce que tu as fait là. On sent ton amour des archives. Et ça, je trouve qu'un essayiste ou un historien qui s'intéresse à ce pose archives, qui a une telle passion, et c'est absolument jubilatoire, je trouve que ça nous contamine. Et je dois dire que je l'ai lu dans une jubilation, alors que tout n'est pas très, très gai. Et tu mets bien en avant la xénophobie qui avait déjà, dès le tout début du XXe siècle. Et je voulais te demander pourquoi tu as pris ce parti pris de le montrer en étranger, ce qui est absolument passionnant. Je n'avais jamais lu ça, je n'avais pas pris en compte, je n'avais pas réalisé que c'était aussi important. En fait, j'ai entendu Benjamin Stora à France Culture le 15 décembre 2014, au moment où il allait faire le vernissage du musée de l'immigration, le soir même. Ce musée à la Porte Dorée avait été ouvert depuis 7 ans, mais jamais inauguré. Et au moment de son entretien France Culture, Benjamin Stora dit on consacrera des événements à des étrangers célèbres, notamment Picasso, dont le dossier d'étranger de naturalisation n'a jamais abouti. Et alors, je me souviens que j'ai vaguement lu un article de l'Express à ce sujet-là. Mais à ce moment-là, je suis allée dans le palais de l'immigration le soir même. Il y avait un discours du président Hollande. Et puis, j'ai rencontré Laurent Lebon, qui venait de devenir directeur du musée Picasso quelques mois auparavant. Et je lui ai dit, mais vous avez entendu Benjamin Stora? Il m'a dit, je ne le connais pas. Puis j'ai dit à Benjamin Stora, tu sais, il y avait Laurent Lebon, mais il dit, je ne le connais pas. Donc, j'ai présenté Benjamin Stora avec Laurent Lebon, c'est-à-dire deux mondes auxquels j'appartiens. Puisque j'appartiens au monde de la sociologie et de l'histoire de l'immigration, puisque j'ai fait ma thèse avec Annie Kriegel, etc. Et j'appartiens au monde de l'histoire de l'art. Et donc, si vous voulez, le divorce entre ces deux personnalités qui appartiennent à des mondes très différents m'est apparu anormal. Et au moment où on les a invités à dîner ensemble à la maison rue du Temple, à côté de... À côté, oui. On se croisait beaucoup à l'époque. A été décidé qu'il y aurait une exposition dont je serais la commissaire qui s'intitulerait Picasso, un étranger dans la cité. C'est comme ça que ça s'appelait. Donc, c'est la rencontre entre deux mondes, deux personnalités et surtout le fonds d'archives que Laurent Lebon avait décidé d'ouvrir largement à l'ouverture, à l'inauguration de son travail au musée de l'immigration. Donc là, j'ai pu accéder aux archives Picasso qui sont énormes. Je crois qu'il y a 200 000 documents, enfin, c'est énorme. Et donc, j'ai cherché, d'abord, je me suis posé des questions. Ce dossier n'était pas inconnu, ce dossier était, tout le monde en avait entendu parler. Il y avait même un livre de Pierre Dex qui avait été publié. Oui. Puisque ce dossier, il est très, très important. C'est un dossier rouge qui appartenait aux 2,5 millions de dossiers que la police des étrangers à la préfecture de police avait rassemblés
sur les étrangers de Paris entre 1900 et 1939. Et la police des étrangers avait un budget colossal qui avait été multiplié par 4 entre 1922 et 1939, avec un très grand nombre d'indicateurs qui sillonnaient la ville. Et quand j'ai vu cette photo, elle est dans le livre, c'est une photo d'une agence de presse, on voit la salle 205 à la préfecture de police, boulevard du Palais, elle est tapissée du sol au plafond, très spécifiquement avec du bois, et là-dedans sont très très bien classés les 2,5 millions de fiches de dossiers d'étrangers. Alors, ce dossier de Picasso, il a été pris par les nazis en 1940, comme ils ont pris un grand nombre de dossiers d'étrangers célèbres, ils les ont emmenés en péniche. Quelque part, la péniche s'est arrêtée, mais le dossier est arrivé à Berlin. Puis en 1945, les soviétiques ont pris ces dossiers, ils les ont emmenés à Moscou, et la France les a rachetés en 2000. Donc c'est un dossier qui a une odyssée quelque part. Vous voyez. Oui. Donc en fait, la première chose que j'ai faite, en dehors d'aller aux archives Picasso, c'est aller aux archives de la police pour voir le dossier. À l'époque, on le voyait en vrai. On le voit. Maintenant, on ne peut le voir que sur fiche, quoi. Mais là, j'ai pu le toucher. Mais c'était ahurissant, c'était dévastateur, c'était terrible. Enfin, c'était terrible parce que j'étais le jeune gamin brillant qui débarquait à Paris comme un bolide à l'âge de 18 ans et je me suis rendu compte que ce dossier de police, il a commencé à son deuxième voyage. Il n'avait pas 19 ans. Et ils l'ont ciblé, les indicateurs de police l'ont ciblé et ils l'ont ciblé dès 1901. Et ce dossier a été poursuivi toute sa vie, même après, quand il était communiste, il a été poursuivi. Mais ce dossier l'a particulièrement handicapé en 1940, la seule et unique fois que Picasso a souhaité avoir la naturalisation française. Pourquoi le 3 avril 1940 fait-il cette demande? Vous savez, c'est à l'intérieur de la demande. Et on voit cette demande, elle est impressionnante parce qu'elle a une signature, la plus belle signature de Picasso. Oui. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais enfin, elle dit cette signature, moi, Picasso, cette demande de naturalisation, elle va m'être accordée. Ça se voit tout de suite. Il est sûr de lui. Et en fait, elle est refusée. Donc, j'ai voulu savoir quel avait été, jour après jour, heure après heure, le cheminement de ce dossier. Qui il avait pour porter. Alors, j'ai appelé Patrick Veil et je lui ai dit, il faut que tu m'aides à trouver qui est derrière cette signature qui a refusé la naturalisation de Picasso, avec des mots horribles. Horrible, oui. Patriote, qui met son argent à l'étranger. Oui, c'est affreux, oui, effectivement. Et alors, à ce moment-là, Patrick Veil m'a dit, mais est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce qu'il y a des gens? Et c'est là que j'ai trouvé la carte Marie Cutoli, Madame Paul Cutoli. Et donc, les seules personnes qui ont une connaissance de ce geste étaient Marie Cutoli, qui était la femme très intéressante qui trouvait des cartons d'artistes d'avant-garde et qui en faisait faire des tapisseries par les artisans de Philippeville et qui vendaient ça aux États-Unis. Et elle était mariée avec le sénateur de Philippeville, Paul Cutoli, qui était radical socialiste, et elle avait un amant dans un trio très, très visible et très moderne, qui s'appelait Henri Logier, qui était un médecin, qui a été directeur de l'UNESCO, etc. Et entre ces deux hommes, elle a réussi à faire soutenir le dossier de Picasso, qui était attendu auprès du ministère du garde des Sceaux, mais qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, Picasso a été bloqué dans sa demande d'être naturalisé à un moment critique. C'est le moment le plus critique de sa vie, parce qu'il est très célèbre à ce moment-là. Il est républicain espagnol, il a fait Guernica. Guernica se balade dans le monde entier pour trouver de l'argent pour les républicains espagnols. Donc il est visible. García Lorca a été victime expiatoire en Espagne, donc il a peur, lui, d'être aussi assassiné. On sait que les nazis arrivent sur la France et à l'exposition de Munich en 1937, il y a eu l'exposition Entartete Kunst où il était donc artiste déjà. La France, l'Espagne et l'Allemagne, il était l'homme à abattre. Effectivement, il avait envie de voilà, donc c'est intéressant, Colette, dans ce que vous dites, c'est que Picasso
on a l'impression qu'on en connaît trop sur lui. Oui, mais alors qu'on ne connaît pas rien finalement. Et le musée est juste à côté de Boston. Oui, oui. C'est totalement mythique. Mais ce mythe a effacé, littéralement effacé, ce mythe qui fait qu'il y a le musée Picasso en plein Paris, ce musée est très beau, l'hôtel Salé est sublime, mais cette construction du mythe qui a commencé en 1944 a complètement effacé les 40 premières années qu'il n'a jamais non plus lui-même montré, qu'il n'a jamais exhibé, parce qu'il n'était pas, d'abord, ce n'était pas quelqu'un qui se plaignait, c'était quelqu'un qui avançait, c'est quelqu'un qui cherchait, c'est quelqu'un qui était opportuniste, et c'est un acteur, un agent. Et tout à l'heure, je parlais avec une amie magistrate. Il avait une intelligence par rapport au droit, aux problèmes juridiques extraordinaires, parce qu'il savait que le droit, c'est un outil. Et elle a compris des choses dans mon livre après parce qu'elle est magistrate. Et en fait, Picasso avait effectivement une intelligence stratégique. Et tu dis quelque chose aussi qui est impressionnant, c'est que jusqu'en 1947, aucun musée national n'a acheté du Picasso. Il était collectionné dans le monde entier, surtout aux États-Unis, en Russie aussi, mais qu'en France, il n'était pas. C'est en 1947, quand il s'est inscrit au Parti communiste, qu'on a commencé. Alors, pour être plus précis, il y avait 2 œuvres dans les collections nationales. Il y avait une œuvre au musée de Grenoble de 1921. Il y avait une œuvre au musée du jeu de paume. 2 œuvres qui étaient l'une de 1921, l'autre de 1901, mais qui n'étaient pas des œuvres. Donc, Oui. Il y avait 2 œuvres. Quand il s'est agi avec un conservateur d'acheter une œuvre de Picasso, la réunion d'organisation. Donc, en fait, il y avait une invisibilité de Picasso dans les collections publiques françaises, quasiment totale, et il a été un peu visible, mais en gros, il y a eu pratiquement ce que je pourrais appeler une omerta. Oui, oui, parce que c'est incroyable, oui. De l'Académie des Beaux-Arts sur l'œuvre de Picasso. Pourquoi? Parce que c'est un artiste d'avant-garde. Et qu'en France, l'Académie des Beaux-Arts est régie par le gouvernement français. Donc, ça met la France, on le sait, beaucoup d'amis conservateurs l'ont explicité. Je ne suis pas la première à le dire, mais Picasso en a été victime. Non, l'écart entre l'intérêt qu'on a eu pour le cubisme, par exemple, l'Empire Ambrois, l'Empire allemand, l'Empire grâce aux marchands qui étaient aux marchands exceptionnels n'a rien à voir avec le conseil d'André Breton. Il y avait un Français qui s'appelait Roger Dutilleul, qui était un monsieur merveilleux, qui a transgressé les goûts de son milieu, mais il y avait des collections privées, la collection des Stein à Paris, mais c'était des poches. Bonne soirée, bonne fin de la France a manqué le cubisme, puisque quand Canneveller le stock de Canneveller a été saisi, mis sous séquestre en 1914, parce que pendant la Première Guerre mondiale, on a mis sous séquestre les stocks des marchands étrangers. Donc Canneveller était devenu, comme on disait, Bosch, et donc on avait séquestré son stock, et ce stock a été vendu à l'encan de manière assez immonde quelques années, 10 ans plus tard, et ces œuvres sont parties dans des collections privées, elles ne sont pas restées en France. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu tragique dans la présence de Picasso à la France de 1900 à 1973, mais son absence des collections publiques françaises. Alors, ce que tu disais, en 1947, enfin, les gens changent au niveau des directions des musées de France. C'est Georges Salle et le directeur du MNAM est Jean Cassou. Jean Cassou décide de demander à des grands artistes contemporains s'ils veulent bien donner
un pourcentage si l'État leur achète des œuvres. Alors Matisse, Bonnat, d'autres disent voilà 3 œuvres et vous me paierez avec une ristourne de 10%. Picasso, lui, non. Il offre 10 œuvres à l'État. D'offre. Et ça, c'est un geste de grand seigneur qui répond à cette mise à l'écart pendant 40 ans. C'est un geste de grand seigneur, à tel point que Georges Sale, le directeur du musée français, quand il accepte ces œuvres de Picasso, dira dans son discours « Aujourd'hui cesse enfin le divorce entre l'État et le génie ». Et Georges Sale fait aussi un geste absolument magnifique. Il dit à Picasso « Mardi soir, vous viendrez au musée du Louvre ». Et Picasso y va avec Françoise Gillot, c'est Françoise Gillot qui raconte ça, et on mettra les œuvres que vous nous offrez à côté d'œuvres de grands maîtres du musée du Louvre que vous souhaitez. Que c'est Courbet, que c'est Delacroix, et pendant toute une soirée, ces œuvres sont en compagnie des œuvres des maîtres du musée du Louvre, ce que je trouve très très beau et merveilleux. Voilà. Et alors l'année d'après, le préfet de police accorde à Picasso généreusement le statut de résident privilégié. Voilà. Et donc Picasso sera résident privilégié en France, mais restera un étranger. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, à ses débuts, j'ai trouvé que ce que tu as écrit sur Gozol, c'est magnifique. Je ne connaissais pas ça, vraiment. Et ça, c'est d'une beauté renversante dans ton livre, la façon dont tu décris ce lieu. C'est superbe. Donc, si tu peux en dire un peu plus, là. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un moment que j'aime énormément parce que c'est une manière de croiser le travail en archive d'un côté, que tu as montré tout à l'heure, quand on aime les papiers, etc. Et puis, le travail de terrain. En fait, moi, je m'intéresse énormément à la sociologie de terrain, à l'ethnographie. Je veux dire, il faut aller sur les lieux. Donc, j'ai passé 2 étés à Gossol, et cette petite ville des Pyrénées catalanes, minuscule, à laquelle on peut accéder seulement en faisant 18 km à dos de mulet. C'était à l'époque le cas de Picasso. Donc, à ce moment-là, Picasso est dans une impasse, puisque son rêve, évidemment, son rêve, il se sait génial, il sait tout le monde le sait à Barcelone, et pourtant, en 1906, quand il prépare le portrait de Gertrude Stein, 1905-1906, il ne parvient pas à se positionner en rivalité avec Matisse ou Derain ou d'autres. Alors, Gertrude Stein lui avait commandé son portrait. Dans le salon de Gertrude Stein, à côté du Luxembourg, il y avait le portrait de Madame Cézanne qui avait fait scandale au salon d'automne qui était appelé Les Fauves, octobre 1905, avec un chapeau violet, un truc vert, des yeux violets, enfin bon, c'était criant. Il y a chez Gertrude Stein aussi le portrait de Madame Cézanne, donc il y a le portrait de Madame Matisse, le portrait de Madame Cézanne, et elle attend que Picasso finisse le portrait de Gertrude Stein, donc son portrait, pour le mettre au mur. Mais Picasso ne parvient pas à produire quelque chose qu'il estime de même valeur forte que le portrait de Madame Matisse ou le portrait de Madame Cézanne. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est que dans une lettre à sa mère, le 1er octobre 1905, il demande à sa mère de lui envoyer une mantille noire pour faire le portrait d'une amie. Et donc, la mère envoie cette mantille noire de Barcelone par Roberto Canals, qui est un copain de Picasso et dont la femme est modèle, très belle. Elle s'appelle Benedetta Canals. Et quand on voit le portrait de Benedetta Canals fait par Picasso, c'est un Velázquez. Il ressemble à une femme à l'éventail de Velázquez, 3 siècles auparavant. Et donc, on voit bien que Picasso ne parvient pas à casser cette manière académique qu'il vient imiter finalement. Donc, à ce moment-là, il peut récupérer un peu d'argent et il part. Des amis lui indiquent ce lieu
Et il va dans ce lieu qui me semble être une véritable expérience existentielle, parce qu'il y habite pendant 3 mois, il y habite chez un homme, alors c'est un minuscule village, au milieu de montagnes énormes, avec des orages complètement terribles, et il habite chez l'aubergiste, qui est en même temps un vieux monsieur de 94 ans, qui est en même temps le chef des contrebandiers, parce qu'à Gossol, c'est un village de contrebandiers dans lequel on accède, dans lequel vous savez, on fait des, ces hommes-là envoyaient, par exemple, des fioles comment on appelle ça, de parfums très, très distillés, et ils avaient peur que les fioles se brisent, etc. Donc, Picasso vit au milieu de ces contrebandiers, dans ce village dans lequel la police n'est jamais entrée. Et comme dit Braudel, la montagne est la montagne, c'est-à-dire un pays pour hommes libres, car tout ce qui pèse sur les hommes dans la ville moderne n'y pèse plus. Donc, dans cette atmosphère de contrebandier, dans ce village hors du monde, dans ce village hors du temps, Picasso travaille et trouve un autre mode il travaille énormément. Il y a un carnet Gossol qui est absolument magnifique, plusieurs carnets. Donc, il travaille sur les gens qu'il voit comme un véritable anthropologue. Et à un certain moment, il y a une Vierge romane très belle. À un certain moment, il cesse de représenter les visages et il va vers une abstraction iconique. Il présente quelque chose qui ressemble à une icône. Donc, le portrait de ce vieux monsieur qui s'appelle Joseph Fondvilla va évoluer jusqu'à prendre une allure abstraite. Et un jour, voilà, on voit, oui, exactement le village de Gossol qui est géométrique. Un jour, il écrit sur son carnet, Picasso, un ténor qui donne la note la plus haute de toute la partition, moi. Il se sent prêt, il quitte Gossol extrêmement rapidement, il rentre à Paris, et là, il termine le portrait de Gertrude Stein en lui mettant un masque africain. Et donc, ce portrait va débloquer, et c'est un rite initiatique quelque part, va lever quelque part cette impuissance du jeune homme à percer dans l'avant-garde, peut-être à cause d'un poids qu'il sentait peser sur lui de la police parisienne. Donc, il était par exemple beaucoup moins hardi que quelqu'un comme Apollinaire. Apollinaire l'a débloqué, l'a aidé, l'a coaché, l'a attiré derrière lui. Apollinaire était un peu plus âgé, mais surtout plus débrouillard. Et Picasso l'a suivi. C'est très intéressant, la relation avec Apollinaire. Ça, c'est avant Gossol. Mais après Gossol, Picasso arrive à travailler avec Braque, donc qui va lui enseigner ce qu'il fait comme artisan. Et c'est là que vont avoir lieu les 7 années de cubisme héroïque dans lesquelles, évidemment, le marchand Canveller va jouer un rôle extraordinaire. Je pense que c'est les plus belles années de Picasso, quelque part. Et grâce à ce séjour, c'est vrai. Et ça, tu rends bien. Alors, je n'ai pas souvenir, je pense que d'avoir lu sur Gossol, mais là, et peut-être que j'ai lu, mais toi, comme tu l'as écrit, c'est bouleversant. Il faut y aller, il faut y aller, c'est très sympa. Il faut y aller. Oui, mais tu m'as donné envie d'y aller, figure. Je te donnerai l'adresse, il y a un excellent restaurant, je te donne l'adresse. Et en fait, d'une certaine façon, moi je crois que c'est, en France, on entend dire il avait besoin de se ressourcer en Espagne. C'est pas du tout ça. Mais non, on ne sait pas ce que tu donnes. Oui. La montagne, c'est pas la ville. Enfin, voilà. Et c'est un village où il y a des fêtes avec des géants, avec des magnifique. C'est un truc qui vous transporte, hein, c'est vrai. Alors là aussi, il y a une autre chose une question que je voulais te poser qui est un petit peu, c'est sur son amitié avec Max Jacob qui a été extraordinaire. Max Jacob lui a appris à parler français. Et alors, il a assisté aux obsèques de Max Jacob, mais il n'a pas signé la demande. Donc, bon, forcément, il était étranger, il n'était pas très protégé, mais c'est quand même… Oui. Non, mais Picasso, c'est quelqu'un qui parfois vous déçoit. Mon livre n'est pas une hagiographie. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que j'aime ton livre. Bien sûr, tu as raison. Non, oui, c'est quelqu'un qui déçoit. C'est quelqu'un qui est très, très opportuniste. Quelque part, il vampirise l'autre. Un homme qui aspire l'autre.
Et donc, Max Jacob lui a donné son lit, lui a appris le français, lui a été son premier ami. Et Picasso, et puis après, bon, Max Jacob s'est converti au catholicisme et il est allé dans son, comment dire, dans son… Oui, elle est belle cette photo. Elle est belle cette photo. Il y a Modigliani aussi, là. Oui. Et ça se passe pendant la guerre, en 1916. Et en fait, mais Picasso changeait de cercle. En fait. Pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu très ami avec Cocteau. Cocteau, c'est une amitié à éclipse, c'est une amitié en pointillé. Cocteau est très… Je ne t'entends plus, Colette, je ne t'entends pas. Oui, oui. Voilà. Parce qu'au moment des ballets russes, ils se sont… Oui. Non, mais c'est surtout que Cocteau a organisé la rencontre effective entre Diaghilev et Picasso. Mais Diaghilev n'avait pas besoin de Cocteau parce qu'il connaissait, il avait vu l'œuvre de Picasso. Oui. Turkin et Morozov en Russie. Diaghilev était un homme de toutes les avant-gardes, mais Cocteau a fait le lien. Mais effectivement, quand Picasso va être approché plus tard par les jeunes surréalistes, qui sont Dieu, c'est-à-dire Breton, Édouard, Aragon, etc., là, Cocteau ne marche pas du tout avec les surréalistes. Donc Cocteau est mis sur la touche. Il va revenir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va même y avoir des relations entre des dîners avec Cocteau et Éluard, qui lui est déjà… Oui. Bon, il y a des choses qui se passent chez Picasso qui sont borderline d'une certaine façon. Oui. Picasso, parce que quelque part, on saura, par exemple, par Brassailles, le photographe Brassailles, que Picasso a eu du bronze pendant l'occupation. Comment? On imagine que c'est parce que Cocteau, par Arnaud Breker, qui était le… Je te salue, Arnaud Breker. Voilà. Oui, c'est horrible truc. Voilà. Oui. Picasso, il a navigué au bord du précipice. Et ça a été une période, mais l'occupation a été une période horrible pour lui, mais il n'avait pas une once d'intérêt pour les fascistes, mais il avait de l'intérêt pour son œuvre. L'intéressé, c'était son œuvre. Et donc, alors, quand Max Jacob meurt, beaucoup de gens voilà, il est emporté à Drancy, il est converti catholique puisqu'il est prêtre, etc. Et il vit dans un… Mais Picasso, effectivement, ne va pas signer la pétition. Alors, est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un salaud? Ou est-ce que c'est parce qu'il pensait que son statut d'étranger n'allait pas aider Max? Moi, je ne juge pas. J'analyse, je donne le dossier. Je ne t'entends plus, Colette, je ne t'entends plus. Tout qu'il est allé à ses obsèques. Il est allé assisté. Tu l'as écrit. Tu as écrit qu'il a assisté. C'est pas toi, mais tu retranscris la lettre de l'héritier de Max Jacob qui dit qu'il était aux obsèques. Elle est très belle, cette lettre. Autrement aussi, je voulais alors que tu parles un peu de l'adhésion de Picasso au Parti communiste. Ah, alors ça, c'est une question qu'on me pose rarement parce que apparemment, les gens, ça les gêne. Je vais te dire, oui. Si Picasso décide en octobre 1944 d'adhérer au Parti communiste, qui à l'époque est le parti des fusillés, oui. Il y a 100 000 morts plus ou moins pendant les combats contre les nazis, c'est un geste extraordinairement intelligent. Parce que j'ai retrouvé encore dans les archives du musée Picasso le dossier E14 qui indique la correspondance avec Picasso des villes de France et des institutions des régions françaises. Mais c'était bouleversant. C'est un des plus beaux dossiers que j'ai ouvert. Dès le 21 octobre 1944, le maire de Saint-Étienne, Hubert Guillet, lui écrit « Chers camarades, félicitations pour votre geste. Nous aimerions vous demander une œuvre pour notre musée. » Et le lendemain, Picasso, le maire vient avec sa petite queue de chevaux et Picasso lui donne de la main à la main un objet, une œuvre pour son musée. Mais il y a des lettres comme ça, il y en a, je crois, près de 80. Près de 80 municipalités ouvrières s'adressent à Picasso pour le féliciter et pour lui demander de les aider à faire vivre la population avec l'art. Et Picasso les aide. Je dirais qu'à ce titre-là, son adhésion au Parti communiste va lui permettre d'exister dans cette France de l'après-guerre
comme un vecteur de modernisation du pays. Il est, non seulement le Parti communiste lui donne un passeport, il dit j'ai trouvé ma patrie, mais en même temps, il va ouvrir, le Parti communiste va permettre que ce personnage illustrissime dans le monde qu'est Pablo Picasso, totalement inconnu en France, devienne non seulement connu dans les régions françaises, mais bienfaiteur des régions françaises. Bienfaiteur, parce que c'était très très loin de ce qu'on collectionnait dans les régions françaises dans les années 40 et 50. Et là, on le voit dans un film plus tard, qui est une merveilleuse œuvre, quand il fait La guerre et la paix à Valoris. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que l'adhésion au Parti communiste, qu'il a respecté extrêmement mal, puisque idéologiquement, il a donné des gages pendant un temps très court. Il a fait une œuvre que moi, j'aime pas du tout, qui est Massacre en Corée, qui est très réaliste socialiste. Oui. Il s'est senti totalement libre. Il y a l'affaire du portrait de Staline. Quand Staline meurt et que Picasso fait un portrait de Staline, voilà, ça c'est Massacre en Corée. Oui, c'est une œuvre. Oui, c'est effectivement, oui. À part oui. un Goya et un Manet, et tout ça. Mais effectivement, l'adhésion au Parti communiste, Picasso l'a vécu très librement. Sa meilleure amie, c'était Hélène Parmelin. Je ne sais pas si tu vois qui c'était Hélène Parmelin, Colette. Hélène Parmelin, c'était une femme juive roumaine, grande écrivain, qui était mariée avec Ernest Pignon, le peintre, qui a écrit sublimissime sur Picasso, publié chez Bourgois, et qui était aussi dissidente avec Picasso. Elle a, aux archives Picasso, il y a 764 lettres d'Hélène Parmelin à Picasso. Et alors, Picasso avait autour de lui constitué comme un cabinet. Ça, c'est Jacqueline, la dernière femme de Picasso. Oui. Picasso avait constitué autour de lui un réseau de gens, progressivement, mais qui étaient comme ses conseillers, ses intermédiaires, ses boucliers, ses ministres. Et là, faisait le lien avec le Parti communiste. D'une certaine façon, Picasso avait été protégé, quoi. Et je dois dire que cette histoire du portrait de Staline qui a fait scandale aux lettres françaises parce que Aragon était furieux, parce que c'était un peu ridicule, etc., pour les militants, eh bien, celui qui a protégé Picasso, c'est Maurice Thorez. Et donc, Picasso réussissait à naviguer comme il l'entendait, même si les gens qui étaient la voix de son maître dans le parti l'attaquaient, mais au-dessus d'eux, le secrétaire général, lui ouvrait les bras. Brillantissime. Il y a une façon chez Picasso de gérer son pouvoir qui était exceptionnelle. Donc c'est ça que j'appelle le sens de stratège de Picasso. C'est ça que le livre a permis de dévoiler. Complètement, plus que dévoiler, parce que franchement, c'est... Donc il y a aussi, voilà, je reviens au début, c'est très beau les lettres de la mère que tu as publiées. C'était très beau. Je ne savais pas qu'il avait cette relation aussi fusionnelle avec sa mère. De son côté. De son côté, oui. De son côté, mais elle était... Oui, il lui prenait ses licences. Mais on sent malgré tout qu'il est assez content de recevoir ce genre de lettres aussi. C'est juste. Parce que c'était un homme qui aimait les femmes. C'était pas macho comme... Enfin, d'après ce que j'ai lu sur ses relations avec les femmes, il les aimait, les femmes. Il aimait vraiment les femmes. C'était pas... On ne va pas entrer dans cette discussion, Colette. Comment? On ne va pas entrer dans cette discussion. Non, mais moi non plus. Parce que... Comme tu remarqueras, je n'ai pas fait un livre sur les femmes de Picasso. Ah non. Tu étais très, très pudique là-dessus, oui. Et je les cite par leur nom de famille. Tu les cites. Et moi, voilà. Entre Marie-Thérèse et Fernande. Oui. Ah non. Ça, justement, là-dessus... Oui, et parce que d'habitude, quand tu lis sur Picasso, on lit sur les femmes de Picasso. Non, tu as pris tout à l'opposé. Et je te dis, ce que j'ai à nouveau vraiment, c'est le goût de l'archive. Parce que ça, je trouve qu'un livre, on sent, toi, ta jubilation
d'être dedans. Parce que les archives, c'est vivant, en fait. Et c'est moi, tu m'as donné cette passion, là, d'un seul coup, en te lisant toute ta jubilation de ce travail qui a été un travail, j'imagine, très long, très ardu. Oui, oui, parce que là, quand même, 5 ans, je pense que c'était 5 ans très intenses, parce que, oui, là, on voit le travail. Je pense qu'après ce que tu as écrit là, Étranger, je pense que tout est dit sur Picasso. Je ne crois pas. Comment? Je ne crois pas. Je ne crois Mais pas. moi, je crois que oui. Enfin, tu penses qu'il y a, tu penses qu'il y a encore des choses. Il y a des archives qui n'ont pas encore été ouvertes. Hein. Je veux dire, les archives. Ah oui, il y a des archives, bien sûr. Voilà. Mais moi, je suis assez contente d'avoir pu faire vivre des personnalités. Comme, je ne sais pas si tu te souviens de André Level. Oui. André Level, c'est l'homme à qui Picasso accepte de vendre son premier grand chef-d'œuvre qui s'appelle Les Saltimbanques. On est en 1908. Dans l'atelier de Lavoir, il y a Les Saltimbanques et puis il y a Les Demoiselles d'Avignon. 2 immenses tableaux à peu près de la même taille, de période, mais totalement différents. Donc, Picasso attendait 3000 francs pour ce tableau et Level lui dit, moi, j'ai que 1000 francs. Et encore, mais j'ai un collectif de collectionneurs. On est tous des jeunes banquiers et on a envie de soutenir les jeunes artistes. Alors Picasso lui dit, bon, ben d'accord, mais je vais réfléchir. Si je trouve un Russe qui me le prend pour 3000 francs, ben, c'est à lui que je donnerai la primeur. Et puis très très vite, 2 jours après, ou 3 ou 4 jours après, Picasso se rend chez André Level dans la banque. Il lui dit, non, c'est vous qui devez l'avoir. Même si c'est 1000 francs, c'est vous qui devez l'avoir. Je sais que c'est vous qui devez l'avoir. Et donc, André Level avait prévenu que son collectif d'artistes s'appelait La Peau de l'Ours. Oui, ça c'est. 2014, Oui, oui. Ils avaient décidé de vendre tous les tableaux qu'ils avaient achetés pendant 10 ans aux enchères et de donner aux artistes un droit de suite, c'est-à-dire 20% de la plus-value sur ces œuvres. Or, ce tableau, Les Saltimbanques, qui avait été acheté 1000 francs, est vendu à 11 500 francs. Donc, il a fait plus de 1000%. Et donc, André Level envoie à Picasso un chèque de 4000 francs par porteur, avec une langue absolument sublime. Et ce qui est très intéressant dans les archives, Colette, ce que tu disais, c'est que tu entends, c'est comme si tu entendais la voix des gens. Oui, oui. Tu entendais Level parler à Picasso. Or, Picasso, à l'époque, parlait très mal le français. Voilà. Oui. Ça, tu aimes cette œuvre ou pas, Colette? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est une œuvre dans laquelle on dit qu'on voit à gauche que c'est le personnage de Picasso qui s'est grandi parce qu'il était beaucoup plus petit. Il était petit, oui. En rouge, c'est Apollinaire, que peut-être Oui. le troisième avec le ballot, c'est Max Jacob. Et mais ce qui me semble passionnant dans cette œuvre, c'est que c'est l'œuvre il représente un groupe de gens de foire, de gens du voyage, qui sont isolés. Personne ne regarde personne. Non, ils ne se regardent pas. Voilà. Ils ont des muscles des jambes et du bas du corps très puissants, mais par contre, les mains sont pratiquement inachevées. Vous voyez les doigts de la petite fille. Oui, la petite fille. Les doigts de Picasso ne sont pas finis, etc. Donc, il y a quelque chose un espèce de contraste entre le bas du corps qui est sur terre et le haut du corps qui est un peu évanescent. Et surtout, il y a ce fond complètement désertique qui me semble dire le malaise et la solitude. Et la solitude, oui, parce que ça, c'est… Dans la société parisienne. Et en fait, moi, je trouve ce tableau très bouleversant et bouleversant. National Gallery, et il est grandeur nature, c'est-à-dire que quand tu t'en approches, c'est 2,50 m sur 2 mètres. Quand tu t'en approches à la taille des personnages, tu vois. Et en fait, voilà, donc Picasso accepte de vendre ce tableau pour un prix plus bas, mais parce que le personnage lui plaît. Alors après, ça, je l'écris dans le catalogue de l'exposition qui aura lieu à partir du 12 octobre. Je fais un texte entier. Cette expo, je l'attends avec impatience. Cette œuvre, parce que cette œuvre a une vie, 3 vies. Elle est française, et puis en 1914, elle est achetée par un marchand allemand de Munich qui s'appelle Heinrich Tannhauser, qui vend l'œuvre à une dame poétesse qui s'appelle Hertha König, une amie de Rilke. Rilke écrit la 5e élégie de Duino autour de ce tableau.
Oui. qui avait déjà eu un texte d'Apollinaire. Bon. Donc, c'est un tableau qui a déjà deux très grands poètes européens. Oui, oui, oui. En 1930, ce tableau est vendu par cette femme et il est acheté par un collectionneur américain extrêmement, un financier opportuniste qui va l'acheter pour avoir un trophée sans avoir vu l'œuvre. Et cette œuvre va perdre son âme. Et donc, c'est ça que je raconte dans mon texte. Et en fait, cette œuvre se trouve à la National Gallery de Washington, en face de la Maison-Blanche. Et quand je l'ai vue, moi, pour l'analyser, c'était pendant les années 2000. Donc, je voyais cette œuvre. Derrière, je voyais la Maison-Blanche. Oui. Et je pensais au mur que Trump était en train de construire. Oui. Et je me disais, mais c'est Picasso qui résiste. C'est Picasso qui fait la résistance. Et l'œuvre n'a pas le droit de sortir, la clause de ce Chesterdale, et que l'œuvre n'a pas le droit de sortir de la National. Donc, elle est prisonnière de cette National Gallery en face de la Maison-Blanche. Et Picasso fait la résistance contre des personnages comme Monsieur Trump. C'est ça que je me suis dit. Donc, Picasso, il est très, très contemporain. Je veux dire, je pense que les problèmes auxquels il fait face, les manières dont il sort. On coupe le son. Il est très contemporain, je veux dire, mais c'est fascinant. Voilà. Je pense qu'il y a des questions d'auditeurs, non? Oui, je suis de retour, mesdames. Oui, parce que... Oui. Vous avez fini, Colette? Vous n'avez plus de questions à poser? J'en aurais beaucoup. Mais si, j'en aurais beaucoup, mais on dépasserait vraiment les délais. Si, j'en ai beaucoup, j'ai écrit. Alors, Annie, il y a une question de Spirelito qui... Alors, c'est un pseudonyme, ce qui veut dire petit écureuil en anglais. Cette histoire de Picasso méconnue par ailleurs, et curieusement, n'est-elle pas en même temps contemporaine par rapport à l'art, l'immigration, l'exil? C'est une question magnifique et c'est clair. Tout à fait. Je veux dire, l'excès d'exposition sur Picasso, l'excès d'analyse formelle de son œuvre, formaliste de son œuvre, fait que cette question de son rapport à la société française n'avait pas souvent été analysée. Je veux dire, il y avait eu des articles, des thèses sur Picasso communiste, il y avait eu des thèses, mais concrètement, ce qu'un jeune artiste dans la grande métropole qu'est Paris ressent, vit au jour le jour, je crois que ça n'avait pas été fait. Avec des documents. Moi, ce que je fais, c'est une espèce d'anthropologie du terrain, ce que j'appelle la sociologie du sujet. C'est ce que ressent, comment il interagit, quels sont ses... voilà. Et on voit bien que par exemple, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi Picasso vient-il 4 fois à Paris avant de se fixer au bateau Lavoir? Et pourquoi chaque fois qu'il vient est-il accompagné d'un groupe de Catalans? Tout simplement parce que dans les phénomènes de migration en sociologie, on appelle ça chain migration, la migration en chaîne. Moi, je sais, quand je suis arrivée d'Algérie, c'est notre oncle qui avait loué un appartement meublé pour qu'on y aille. Et on est allé à côté de l'appartement de mon oncle. Quand Marc Rothko, le peintre, part de Russie pour aller aux États-Unis, ben, ils vont d'abord chez un cousin qui est dans le New Hampshire et après ils vont à Portland, Oregon, chez leur oncle. Voilà. Donc, quand un exilé, un émigré, quelqu'un qui va dans un pays qui n'est pas le sien, rejoint une communauté d'accueil qu'il connaît soit par la famille, soit parce que c'est une communauté de son pays. Et c'est ce que va faire Picasso, d'autant qu'il ne connaît de la France ni la langue ni les codes. Donc, il se retrouve dans ce qui était ce quartier des Catalans à Montmartre. Montmartre était vraiment un quartier excentré de ce Paris haussmannien, hein, un quartier excentré, un quartier, alors que Paris avait les lumières électriques, le premier métro. À Montmartre, non, c'était les becs de gaz, etc. Et puis, c'était les Apaches. On avait peur des hommes, des espèces de brigands qui faisaient peur. Donc, il vivait là, avec les Catalans et le bateau de Lavoir, dont on a tant dit que c'était un merveilleux lieu de la... C'est terrible ce que tu décris, c'était... Donc, en fait, tout ça n'était pas simple. Et
quand on regarde avec ce prisme-là, on se rend compte que dans ces œuvres de Picasso du début, il y a beaucoup d'aveugles. Or, c'est quoi un aveugle? C'est quelqu'un qui ne voit pas, qui tâtonne. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore du labyrinthe. Picasso est dans un labyrinthe. Et ceux qui le guident dans le labyrinthe au début, c'est d'abord les Catalans, puis Max Jacob, puis Apollinaire, puis les Stein. Et après, bon. Mais c'est vrai que ce ghetto catalan de Montmartre, il était sous l'œil, sous le radar des indicateurs de la police, qui étaient assis dans les cafés avec leur panne de bière et qui regardaient. Or, quand Picasso revient pour la deuxième fois, il a pas encore 19 ans pour faire une exposition à la galerie Ambroise Vollard. Il va produire 64 tableaux en 3 semaines, ce qui est énorme. Et il travaillait beaucoup. Et c'est juste avant que l'exposition n'ouvre, le 17 juin, le critique Gustave Coquio fait un article en disant « On voit un jeune peintre espagnol extrêmement doué. » Voilà, ça c'est le bateau Lavoir. Oui. Voilà, le bateau Lavoir. Alors ça c'est sur une colline. De l'autre côté, il y a des planches en bois et des parois de verre assemblées à la va-vite. Donc Picasso peint très rapidement, produit son œuvre très rapidement, son exposition. Mais et Gustave Coquio fait un article avant que l'exposition n'ouvre, le 17 juin, en disant très admirative. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le lendemain, il y a le premier rapport de police sur Picasso du commissaire Roupier, daté du 18 juin 1901, donc le lendemain de l'article. Le commissaire de police Roupier prend l'article très positif sur Picasso, il mêle les ragots des indicateurs de police qu'ils ont pu récupérer de la concierge en disant ce jeune Picasso qui a beau être un bon artiste, ne parle pas le français, reçoit des journaux en espagnol, se couche tard le soir, parle à peine notre langue et d'ailleurs montre des femmes qui font la mendicité dans la rue. Donc, il doit être anarchiste puisqu'il habite chez son marchand qui est anarchiste. Donc, il y a tout lieu de le considérer comme anarchiste. Et voilà. Boum. Picasso n'a pas 19 ans, il est fiché par la police. Et ce qui est formidable, tu as même retrouvé les noms de ceux qui le suivaient. Ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, oui. Non, mais les archives, ça devient, c'est extraordinaire. Je pense que c'est Valérie Duponchel qui a écrit dans le Figaro que j'étais le Sherlock Holmes de l'art. Mais oui, ça te va très bien pour Donc, la personne qui a posé la question fait un commentaire en disant que c'est très intéressant ce que vous venez de raconter, Annie, sur la catalanité de Picasso. Et ça lui rappelle d'avoir entendu que des Catalans dire dans les années 90 que Picasso était des leurs. Voilà, c'est le commentaire qui vient d'arriver. Alors, il a vécu à Barcelone, mais il est andalou, hein, oui. On est bien d'accord. Oui. Ne façons pas les Catalans ni les Andalous. C'est un sujet épineux. Justement, par rapport au titre, est-ce que ce titre s'est imposé à vous rapidement? C'est vous qui l'avez choisi? C'est mon éditrice, c'est Sophie de Closé qui l'a choisi. Parce qu'il fallait mettre étranger et Picasso, que le titre Picasso l'étranger, on le gardait pour l'exposition. Donc, on a trouvé quelque chose de… Voilà. C'est elle qui l'a trouvé. Le titre va très bien. Moi, je trouve des titres des chapitres. Je suis très fière de mes titres de chapitres. Ah oui, c'est très bien. Ces chapitres, c'est jouissif. Et ça permet de retourner aussi. Je dis que c'est vraiment un grand livre. Un livre qui marque. Pas tant que ça. C'est un polar. Oui, mais ça marque en même temps parce que c'est un polar, mais ça marque. C'est le genre de livre qui marque vraiment. Il n'y en a pas tant que ça, des livres qui vous marquent. Un polar qui nous apprend plein de choses et qui nous donne envie d'aller creuser. Vous nous avez donné envie d'aller, nous aussi, dans les archives. Alors, on ne peut pas y aller tous dans les archives, mais vous nous donnez envie de faire comme ce que vous avez fait. Votre travail est remarquable. Allez, regardez, vous voyez, ça c'est ça c'est… Oui. Tu vas te la voir. Le côté court. Parce que c'était vraiment des taudis. C'est le côté romantique. Maintenant, non, c'était pas très… J'ai dû travailler avec des sociologues de la ville. Oui. Une fille qui s'appelle Claire Lévy-Vroland et qui disent l'immigré est celui qu'on juge par son habitat. Oui, mais oui. Et il y a Abdelmayed Salah que l'immigré est celui qui
qui n'a pas de, il n'a pas de main. Oui. Oui. Donc là, quand on voit que je ne sais pas si les choses ont tellement avancé aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de très violent dans ce qu'on réserve à ceux Aux qui viennent. étrangers. Mais c'est ça, on te sent aussi dans ce... Attends, Voilà, oui, c'est un autre atelier de Picasso. Je pense que c'est l'atelier de la Michel. On te sent aussi quand même un peu assez très critique vis-à-vis de la façon dont on recevait les étrangers qu'on les reçoit aujourd'hui. Ça se sent quand même. Ce côté engagé, oui. Je ne me cache pas. Non, tu t'en caches pas, et c'est très bien justement, parce que ça se sent dès le début. Ce gamin est suivi, et parce qu'il connaît des Catalans qui sont tous fichés anarchistes. Dans le fond, on ne sait même pas pourquoi, et qu'il les fichait tout de suite anarchistes. Mais tu vois, il y a quelque chose que je voudrais dire. En fait, à la fin de sa vie, Picasso a accumulé. À la fin de sa vie, il avait 3 énormes châteaux, Et un jour, un de ses copains, de ses jeunes copains, qui était le directeur du journal Le Patriote à Nice, mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille qui est là, poussiéreuse, qui est toujours là, et que tu n'as jamais ouverte, une bouteille d'absinthe? Et Picasso lui répond, tu sais, cette bouteille, elle a une importance capitale pour moi, je l'ai toujours transportée avec moi, c'est la bouteille à Frédé. Ah bon? Frédé, c'était le patron d'un cabaret à Montmartre qui s'appelait le Zut. Et il était sympa, on avait tué son fils, Picasso, il passait beaucoup de soirées, etc. Et alors, Picasso continue à raconter, et il dit, pendant l'hiver 1907-1908, qui était absolument glacial, la Seine charriait les glaçons. Léo Stein était venu, et je voulais lui montrer mes œuvres cubistes, il a dit, ça ne me plaît pas, mais il m'a balancé une pièce de 2 francs, qui m'a humiliée, j'avais envie de lui renvoyer à la figure, mais je n'avais pas de quoi me chauffer dans mon poids. Or est arrivé Frédé, avec son âne et du charbon de bois sur sa charrette pour me chauffer, et une bouteille d'absinthe. C'était ça, la bouteille d'absinthe. Il dit, ce geste-là m'a sorti, m'a suivi, et c'est un peu l'objet cryptique qui m'a permis de... Ah oui, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. Ça fait des... Mais qu'est-ce Ah, que c'est Merci de trouver ces pistes magnifiques. Voilà Frédé avec son âme. Absolument. Quelle beauté, c'est émouvant. Et voilà. Oui. Donc Frédé avait cette bouteille à Frédé, c'est que Picasso a toujours conservé auprès de lui. C'était une manière de se souvenir sans l'exhiber. Oui. Entre lui et lui, les moments durs qu'il avait passés et la gratitude qu'il avait par rapport à certaines personnes. Moi, je trouve ça magnifique. Ah, c'est magnifique. Oui. Cet homme n'ait jamais pris la parole de manière négative et toujours gardé ça de manière pudique pour lui et ce soit toujours battu. Et c'est ça qu'on appelle en sociologie américaine aujourd'hui agentivity. C'est cette capacité d'être agent de sa propre vie, quoi qu'il arrive. Et je pense que dans l'exposition, en proposant à un nouveau public, Picasso a sorti des ors des musées. Les ors, oui, tout à fait. Oui, c'est magnifique de faire cette expo. À devenir un modèle, un mentor pour ceux qui cheminent. C'est pour ça que le livre est dédié à l'artiste qui aujourd'hui est en train de traverser l'Afrique à pied ou la J'aime bien cette canot de fortune. Voilà. Parce que des Picasso, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre qu'on les traite de manière... Non, on les traite pas. Non, sûrement pas. Annie, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture différent de ce que vous avez l'habitude? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué cette année ou... Alors, d'abord, j'ai été assommée par le catalogue Picasso, mais j'ai trouvé quelque chose, c'est François Hartog qui me l'a offert. Il m'a offert un livre, je l'ai mis là. C'est un livre que j'ai adoré, que je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne connaissais pas. Parce que quand on fait un livre pareil, on est obsédé par son objet. Mais bien sûr. Et ce livre-là a été importé. Donc, le titre ne m'inspirait pas tellement. Oui. Mais ce livre, je ne voulais pas le lâcher, je ne voulais pas le finir. C'est un livre qui m'a donné la conviction qu'il fallait que j'écrive sur mon enfance
C'est un livre qui raconte la voix d'un enfant qui regarde autour de lui, dans un petit village des Carpates, les gens pendant l'été en 38, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a 8 ans, il est avec ses parents, mais il analyse le monde autour de lui dans des chapitres très brefs. Chaque chapitre n'a qu'une page et demie. Mais c'est tellement juste, tellement fort, tellement puissant qu'on on se noie. On est avec lui et on chemine avec lui. Et je dois dire que des livres comme ça vous donnent la force vous-même d'avancer. Parce qu'on est en communion avec une intelligence et une créativité. Et en plus, il n'y a pas de pathos. Moi, j'ai horreur du pathos. Oui, mais... Perso, il n'y a pas de pathos. Et là, il n'y en a pas non plus. Il y a une économie, une énergie, une justesse qui m'a bouleversée. Voilà. Ça me fait plaisir parce que c'est un de mes livres préférés aussi. Ah ce oui, livre-là, ah oui. Alors, je demande à ma libraire préférée. Voilà, parce que ce livre-là, c'était mes livres que je montrais, parce que en plus, bon, tu connais pas l'histoire, c'est ça, le dernier été avec ses parents, parce que les parents vont être arrêtés, et lui aussi, mais après tu as su. Mais on sent ce poids qui va arriver. Ce livre, c'est un chef-d'œuvre. J'utilise rarement chef-d'œuvre, mais pour ce livre. Alors, je demande à la libraire. Oui. Face de moi, qu'est-ce que tu me conseilles après de lire d'autres? Alors, après ce livre-là, c'est un auteur asiatique, enfin américain, mais d'origine asiatique, qui est venu en Boat People, qui s'appelle Wong, et c'est un instant de splendeur dans le Wong. Un bref instant de splendeur. Donc aussi. Hugo Lindenberg qui m'en a parlé. Tu connais Hugo Lindenberg, il m'en a parlé. Un bref instant. Oui, du reste, Hugo Lindenberg, il a fait un livre magnifique aussi. Merveilleux, ça j'aurais fait ça aussi. Il me fait penser. Mais ça aussi. Mais oui, parce que Hugo Lindenberg, ça reste aussi très mystérieux. Il dit rien non plus, il n'y a pas de pathos non plus. Mais donc c'est Hugo Lindenberg, Hugo Lindenberg aussi. Et je vois que et de Wong, tu peux faire ce que bon. Le voilà. Voilà. Alors, vous êtes formidable. On remettra toutes les références que vous avez données sur la page sous la Hugo vidéo. Lindenberg, vous pouvez mettre aussi, parce que c'est aussi un très grand livre. Il est sur la liste Inter et là, on sort à dimanche. Là, c'est un premier roman. Ah oui, ah oui. Oui, c'est son premier roman, Hugo Lindenberg. J'ai connu Hugo, il avait 5 ans. Et j'ai été dans cet endroit dont il parle, voilà, au bord en Normandie avec lui. Donc c'est un ami, c'est presque un fils, enfin, je l'adore. Mais il y a pas du tout. Et il y a un passage, moi, qui m'a bouleversée, mais en même temps que je trouve d'une écriture, c'est quand le fils de la voisine atteint du sida, il ne dit pas sida parce que c'est un enfant, c'est tout se fait à hauteur d'enfance, qui a une maladie et qui se traîne sur le sable pour aller nager. Et cette scène où il est heureux dans l'eau, ce garçon en fin de vie, et qui rampe dans le sable, ça c'est des scènes que je peux pas oublier, ce livre aussi. Mesdames, je vais rappeler, parce qu'on va être pris par le temps, ça va bientôt faire 1 heure que nous sommes en train de vous écouter, on resterait des heures à vous écouter, mais on va être pris par le temps. À écouter Annie, parce que Annie est merveilleuse aussi, mais c'est une conteuse. Donc, on va rappeler qu'un étranger nommé Picasso, sorti aux éditions Fayard, et donc au cahier de Colette rue Rambuteau. Allez voir Colette. J'en vends beaucoup, je crois, la meilleure. Et dans toutes les librairies de France. Donc voilà. Oui. Vous rappelez que demain, on va partir direction Montréal, où on aura la joie de recevoir Kim Thuy, où on fera un parcours d'auteur. Donc voilà. Tous ces livres sont sortis aux éditions Liana Lévy. Donc on part pour le Canada demain à 19h. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Annie. Je vous donne le mot de la fin, peut-être. Ah ben oui, c'est à Annie. Imaginez le bonheur que c'est. On est le 1er juin, il y a du soleil, c'est le mois de mon anniversaire. Je sors de 5 ans de travail, vous venez chez moi, dans mon bureau, et c'est voilà. Et je suis avec Colette qui dit des choses tellement justes. Moi, je suis touchée. Voilà, je suis touchée comme je suis touchée par les lettres de lecteurs, les lettres d'amis. Oui, ça doit être. Oui. Il y a une approche de ce livre qui est très, très différente des autres livres. Les gens
s'identifie avec ma colère ou s'identifie. Oui, parce que ta colère, on la sent tout le temps, oui. Parce qu'il faut sortir de ses gonds de temps en temps. Les chercheurs en sciences sociales, je pense qu'il faut parler de soi et sortir de ses gonds. Parce que voilà, il faut s'engager, il faut aller auprès des autres. Et je crois que écouter l'autre. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt en librairie et bonne continuation. Et... Merci. Merci.